Donc, Monsieur Pons, je vais vous donner la parole et vous avez toute liberté pour nous faire passer les messages que vous souhaitez échanger. Et comme l'a dit Sophie, avec autour des écrans, parce qu'on est essentiellement en distanciel, hein, beaucoup d'intérêt pour tout ce qui tourne autour du numérique. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Ce que je voulais vous proposer peut-être, c'est je vais projeter une petite présentation là d'une quinzaine de minutes et puis vous faire une petite démonstration voilà, du dossier médical. Comme ça, on sera dans des choses concrètes avant un temps d'échange que je voulais vous proposer pour qu'on se garde vraiment un petit temps pour discuter et débattre autour des sujets que je vous propose de vous présenter. Effectivement, pour me présenter très rapidement, je suis un petit gars de province, quoi, un Toulousain, un mec de terrain. Voilà, je suis ingénieur en informatique et depuis 20 ans dans le domaine du numérique en santé, je dirais les mains dans le cambouis du réel, quoi. Et les hasards de la vie, c'est pas souvent que ça arrive. On fait que j'ai été appelé par Agnès Buzyn et son directeur de cabinet en me disant bon, voilà, ça fait longtemps qu'on suit un petit peu les travaux que vous faites. Est-ce que vous voudriez, en gros, faire un rapport sur votre vision du numérique en santé en France? Et donc, c'est un petit peu ce que je vais vous présenter, ce que je pilote et ce que je porte en y passant tout, en sacrifiant ma vie personnelle, un peu en donnant pour mon pays, quoi, puisque c'est gratuitement, bénévolement que je donne tous mes week-ends, toutes mes nuits pour ça, juste parce que c'était un sujet qui me paraissait essentiel pour mon pays, parce que je pense qu'aujourd'hui, ben, il n'y a pas une politique, enfin, en tout cas ces 15-20 dernières années, il n'y avait pas une vraie politique du numérique en santé en France. Et effectivement, je pense que ça pourrait être délétère et pour notre système de santé basé sur la solidarité et de manière générale pour la souveraineté numérique en France et en Europe. Et c'est pour ça que ce sujet me tient à cœur au-delà d'une simple expérience professionnelle. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter un petit support. Je veux bien que vous me fassiez un retour pour me dire si c'est bon, si vous le voyez tous. Si quelqu'un peut me faire signe en me disant si c'est bon pour vous. C'est bon? Parfait. Donc, en fait, ce que vous avez à l'écran, c'est la plateforme qui va être ouverte à tous les Français à partir de janvier 2022. Voilà, tous les Français vont avoir leur espace numérique de santé qu'on appelle Mon Espace Santé, qui permettra à chacun de retrouver, de stocker, de ranger, de partager ses données de santé sur une plateforme nationale souveraine comme un grand service public numérique ouvert à tous. Mais ça, en fait, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais depuis 2 ans, on travaille dans l'ombre pour construire une stratégie nationale du numérique en santé en France. Et c'est ça qui est, à mon avis, le plus important à bien percevoir pour vous tous. Cette stratégie, effectivement, elle a commencé par un rapport qu'on m'a demandé d'écrire en 2018, que j'ai écrit avec Anne-Laure Coury, qui était directrice de l'offre de soins à l'assurance maladie. Et en gros, de façon très candide, parce que moi, je ne savais absolument pas ce que c'était un homme politique ou un technocrate, ni même un ministère. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, donc j'arrivais de façon totalement candide dans ce nouveau milieu. Et en gros, je disais de façon assez franche et assez directe dans ce rapport que la e-santé en France depuis 20 ans, c'est un bordel incroyable, quoi. Par manque de volontarisme politique, par manque de lucidité, par manque de pragmatisme, par manque d'humilité, tout simplement, on a laissé fleurir le numérique en santé en France avec des logiciels partout, chez les médecins, les biologistes, les radiologues, les hôpitaux, dans les EHPAD, partout, sans cadre commun, sans règles communes. Et donc, le résultat, aujourd'hui, c'est que tout est fragmenté. On a construit une sorte de bidonville numérique en France en santé, avec des logiciels qui ne savent pas communiquer les uns avec les autres. On dit qu'ils ne sont pas interopérables. Donc, globalement, dans les parcours de soins, en fait, il manque toujours une information. On n'est même pas capable, de façon propre en France, de s'envoyer par un canal sécurisé un simple PDF de compte-rendu d'hospitalisation entre un hôpital et un médecin généraliste. C'est la croix et la bannière pour faire ce b.a.-ba.
alors qu'on nous parle d'intelligence artificielle, de blockchain, de big data, etc., de NTIC. Donc, on est dans une espèce de névrose à la française où on navigue entre le fantasme et la frustration. On fantasme de trucs super classe et hyper technologiques que pourrait faire notre pays. Et humblement, on est incapable collectivement de faire des trucs simples. Donc, ce que je vous disais dans les parcours de soins. Donc, le résultat, c'est que le numérique ne sert pas des vrais parcours de soins sécurisés en France et avec des professionnels de santé qui pètent les plombs derrière des outils non interopérables et non ergonomiques. Et non sécurisés, puisque la plupart aujourd'hui des systèmes d'information de santé en France dans les hôpitaux ou voilà, chez les professionnels de santé, il suffit de 24 heures à peu près pour un hacker stagiaire pour casser tous ces systèmes numériques en France. Donc, on a vraiment collectivement échoué à construire quelque chose de cohérent, de sécurisé, d'interopérable et qui serve globalement à mieux soigner. Pire encore, du côté du citoyen français, ben, on n'a toujours pas nos données de santé. Nos propres données de santé sont éparpillées aux 4 vents dans le logiciel de mon médecin généraliste, de mon pharmacien, de mon biologiste, de ma gynéco, de mon ophtalmo, de mon hôpital. On n'a pas été capable de rassembler ces données, au moins les données de synthèse, pour les restituer à chaque Français, pour que chaque Français puisse être acteur de sa santé et de lui collecter, de lui restituer ces données de santé qui sont des données intimes. On a échoué collectivement à proposer ça à tous les Français. Et donc, dans ce rapport, voilà, je faisais ce constat, je proposais un certain nombre d'orientations. Donc, vous imaginez qu'au début, ça n'a pas été non plus, j'ai pas eu droit à une standing ovation, évidemment, hein, en faisant ce type de constat. Et puis, finalement, le président de la République, en septembre 2018, a embrayé, a validé les propositions que je faisais. Et il m'a été proposé de piloter, en fait, tout le numérique en santé en France au niveau du ministère, en créant une délégation du numérique en santé que je pilote aujourd'hui en binôme avec une personne qui s'appelle Laura Letourneau, et en me disant, puisque vous avez proposé un rapport, est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en œuvre les propositions concrètes que vous faisiez? Et ces propositions, en fait, elles s'organisent autour d'une feuille de route de 30 actions que j'ai présentées avec Agnès Buzyn, avec le patron de l'assurance maladie qui était Nicolas Revel à l'époque et qui aujourd'hui est directeur de cabinet du Premier ministre, avec Cédrico, secrétaire d'État au numérique. Et donc, dans ce rapport, en gros, au-delà du constat, je disais quoi? Je disais, en fait, le point de départ, c'est que je ne crois absolument pas qu'il y aura un homme ou une femme providentielle qui va résoudre tous les problèmes du numérique en santé en France. J'y crois pas. Je ne crois pas qu'il y aura une solution, un logiciel miracle qui va tout résoudre. Je pense que la seule solution pour faire progresser notre pays sur ce sujet, c'est d'avancer collectivement. C'est industriels, professionnels de santé, pouvoir public, associations de patients et in fine citoyens, fixons-nous une route commune et avançons ensemble. Et le plus dur, vous le savez, en France, c'est d'avancer ensemble. On n'est quand même pas un pays qui est très, très bon pour se fédérer, avancer de façon collective. On adore polémiquer, on adore la controverse, on adore partir en ordre dispersé, mais humblement, pas à pas, de façon pragmatique, avec beaucoup de modestie, d'humilité, se fixer une feuille de route collective et avancer collectivement dans le cas d'un destin commun, c'est le plus dur en France. Et donc, moi, ce que je proposais, c'était de dire, pour avancer ensemble, d'abord, il faut définir clairement un cadre de valeur pour le numérique en santé en France. Et avancer dans ce cadre de valeur, être redevable de ce qu'on va annoncer en termes de valeur. Et les valeurs que j'ai proposées, j'assume mon romantisme, c'est de dire, je pense qu'il faut que le numérique en santé en France et en Europe, il s'inscrive dans un cadre humaniste. J'assume cette vision humaniste du numérique en santé. On n'est pas tout à fait américain, avec une vision totalement libérale et libertaire. On n'est pas tout à fait chinois non plus, avec une vision un peu plus autocratique, voire liberticide. On a une tradition de pensée humaniste en France et en Europe. Et c'est dans cette tradition de pensée qu'il faut inscrire les technologies, à l'instar de ce que l'Europe a fait au XVIIIe siècle en utilisant l'imprimerie pour l'essor du siècle des Lumières, des droits de l'homme, etc. Donc, moi, ce que je dis, c'est on doit d'abord avoir ça comme emblème, comme vision politique du numérique tout court et du numérique en santé en particulier. Et cette vision humaniste, d'abord faite pour l'être humain, elle doit s'inscrire dans 3 valeurs socles. D'abord, la souveraineté. J'assume cette vision-là aussi.
ça fait 20 ans que je dis que sur le numérique, la France et l'Europe, on doit construire notre trajectoire de souveraineté. On ne sera probablement pas aussi bon que les Américains ou les Chinois sur le big data, sur des gros sujets, mais on peut avoir autour de l'éthique du numérique avec un autre modèle, une vision qui attire les talents, qui crée de l'innovation, qui crée de la valeur, qui attire les entrepreneurs, à condition qu'on fixe une ligne directrice et qu'on maîtrise en fait les outils socles, parce que tant qu'on ne maîtrise pas ces outils socles, on est incapable de piloter une politique publique. Et dans la santé et dans le numérique, et donc dans la santé numérique, maîtriser quelques éléments socles des infrastructures numériques au niveau de l'État, au niveau des pouvoirs publics, pour moi, c'est la condition sine qua non pour garantir un système de santé pérenne dans le temps basé sur la solidarité et un système de numérique en santé respectueux des libertés publiques, respectueux de la vie privée. Et donc, voilà, moi, j'assume une vision et c'est ça que j'ai construit, c'est ça que je pose, c'est ça que je bosse depuis 2 ans dans l'ombre et qui va maintenant être visible pour tous les Français et pour tous les professionnels de santé, une vision qui s'inscrit dans une vision souveraine. Deuxième cadre, c'est une vision citoyenne. Voilà, moi je pense qu'on ne peut pas construire du numérique en santé comme on le fait depuis 15 ans que pour les médecins, les professionnels de santé. C'est pas possible. Ça doit être fait aussi pour le développement économique, pour les emplois de nos enfants, ça doit être fait pour nos industriels et ça doit être fait surtout pour monsieur et madame tout le monde, pour chaque citoyen français. On n'embarquera pas une politique publique si les outils numériques qu'on construit ne soient pas visibles par les citoyens. Et ma propre Tati dans l'Ariège qui n'est pas geek, elle a le droit, elle aussi, à des outils numériques en santé. Elle a le droit à ces données numériques et il faut arrêter de la prendre pour une idiote. Elle peut être capable de s'embarquer dans ce type d'orientation et elle est capable de bénéficier de services numériques. Et donc, ça, c'est le cadre de valeur et infuser tout ça de l'éthique. L'éthique, vous savez que le RGPD, ça vient d'Europe, mais au-delà du RGPD, il y a des vrais enjeux autour de définir ce qui devrait être l'emblème du numérique en France et en Europe, et notamment du numérique en santé. L'éthique, c'est quoi? Il y a un consensus international autour de 4 valeurs. C'est la bienfaisance, essayer de faire le bien du mieux qu'on peut. C'est la non-malfaisance. On croit qu'on fait le bien, mais est-ce qu'il n'y a pas des effets pervers qui font qu'en fait, on est nocif? C'est le fameux primum non nocere du serment d'Hippocrate. C'est l'autonomie et c'est la justice. Ces 4 valeurs, il a infusé, il a créé les référentiels sur lesquels on s'est appuyé pour construire toute la feuille de route du numérique en santé. Donc, éthique, souveraineté, citoyenneté. Et la vision, au-delà de ce cadre de valeurs, c'est ce qu'on appelle l'État plateforme. Moi, je crois à cette vision moderne des services publics où l'État fait un certain nombre de socles, mais laisse la créativité, l'innovation développer par les chercheurs, par les industriels, par tous les acteurs qui apportent leur pierre à l'innovation, mais sur un socle de référentiel fixé par les pouvoirs publics, garant du bien collectif. Et donc, en fait, toute cette feuille de route, toute cette vision, en fait, est représentée dans cette maison qui est l'emblème de notre feuille de route. Et chaque case, je ne vais pas toutes les nettoyer, toutes les décrire. Et aujourd'hui, elles sont toutes en train d'être déployées. Ces 30 actions, voilà, toutes ces cases correspondent à une feuille de route que j'ai annoncée en avril 2019 et qui se finiront, qui seront toutes déployées en avril 2022. Donc, je ne fais pas que tchatcher, hein. On travaille dans l'ombre et on déploie, on délivre, voilà, de façon ultra pragmatique, en étant complètement obsessionnel pour respecter à la semaine près les engagements que j'avais pris début 2019. Et en fait, cette maison, elle représente quoi? Elle représente justement cette vision d'État plateforme. En gros, l'État plateforme, c'est quoi? C'est le repositionnement d'une gouvernance du numérique en repositionnant le rôle des pouvoirs publics par rapport au rôle des industriels et le rôle des acteurs du privé. Pour vous l'illustrer et la métaphore, la vision, c'est de dire, en gros, moi, je souhaite et je pousse pour que le numérique en santé en France soit gouverné comme on gouverne une ville. Dans une ville, que font les pouvoirs publics dans le développement d'une ville? Ils fixent le code d'urbanisme, les règles de comment on doit construire. Ce sont les pouvoirs publics qui délivrent les permis de construire. Voilà, ce n'est pas les promoteurs qui s'auto-délivrent des permis de construire, c'est la mairie, c'est la collectivité territoriale qui délivre les permis de construire. Et ensuite, les pouvoirs publics supervisent la construction de tous les communs, les routes, les ponts, le tout à l'égout, le réseau d'électricité, etc. En revanche, les pouvoirs publics ne s'amusent pas dans une ville à construire toutes les maisons.
il laisse les acteurs du privé construire les maisons, les promoteurs ou les personnes individuelles. Et les promoteurs et les personnes individuelles ne s'amusent pas à fabriquer leurs routes, leurs ponts, ils ne s'auto-délivrent pas des permis de construire, ils n'inventent pas eux-mêmes le code d'urbanisme. Donc, ça me paraît être le bon équilibre du rôle des pouvoirs publics et c'est comme ça que se développe une ville de façon harmonieuse. Eh bien, le numérique en santé en France depuis 20 ans, c'est l'inverse. Les pouvoirs publics sur une lubie politique de tel ou tel homme politique qui veut se faire briller sur un sujet va construire un building numérique plein champ. Les industriels font leur propre code d'urbanisme. Des hôpitaux font leur centrale nucléaire ou leur station d'épuration numérique. Chacun fait sa route, son pont, et on s'étonne qu'aujourd'hui, ça soit une sorte de bidonville, ce qu'on a construit. Donc, par rapport à ça, on a sifflé la fin de la récré. On a dit, voilà, l'État, désormais, va se concentrer sur le code d'urbanisme numérique. Ce que vous avez tout à fait en bas de cette maison, ce sont les référentiels opposables, concertés et inscrits désormais par décret dans la loi, les référentiels d'éthique du numérique, les référentiels d'interopérabilité du numérique, les référentiels de sécurité. L'État s'est doté des moyens de labelliser les outils numériques, voilà, avec une machine à labelliser. Je vous passe les détails, mais en trouvant on est remonté jusqu'au Conseil d'État pour trouver une solution juridique pour pouvoir enfin en France que l'État puisse piloter en fait le rapport directement aux industriels pour en gros imposer un certain nombre de directives, de guidelines, de spécifications techniques sur ces référentiels de sécurité, d'interopérabilité et d'éthique. Et les pouvoirs publics se sont mis depuis 2 ans à fabriquer les routes numériques, les réseaux numériques, les ponts numériques, c'est-à-dire toutes les plateformes, tout le socle du numérique en santé en France, en disant à tous les acteurs de santé de l'innovation, construisez sur ces plateformes numériques, créez de l'innovation, créez de la valeur, développez de la créativité, mais appuyez-vous sur un socle commun pour qu'on puisse bénéficier de valeurs ajoutées croisées, de fertiliser l'innovation et que chacun réinvente plus la roue dans son coin. Et donc, dans cette maison, dans le schéma de cette maison, vous voyez, si vous remontez du bas vers le haut, vous avez les référentiels, le code d'urbanisme, puis les routes numériques, tous ces trucs, tous ces acronymes compliqués que je ne vais pas détailler tous parce que ce serait trop long. Je vais juste vous en présenter 2 ou 3 tout à l'heure. Des référentiels socles, des services socles, en disant maintenant, il n'y a plus le choix en France. Et c'est des référentiels qu'on est en train de déployer au niveau européen, en se mettant d'accord notamment avec un petit noyau de pays européens qui veulent s'appuyer maintenant exactement sur ces services socles et référentiels socles qu'on a développés en France. Et dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, on est en train de travailler pour que ça se déploie partout en Europe. Des services socles, et au-dessus de ces services socles, vous voyez la maison à l'écran, 3 grandes plateformes numériques souveraines et ouvertes à l'écosystème, ouvertes à l'innovation. La plateforme verte, donc le mur de droite de la maison, Mon Espace Santé, qui est la plateforme numérique pour tous les citoyens français, dont je vous présenterai une petite démo à la fin, qui va être ouverte à partir du début de l'année. Une plateforme en jaune qui est l'équivalent d'une plateforme pour les professionnels de santé. Alors, c'est quoi une plateforme? C'est un socle commun qui permet à des logiciels innovants pour les professionnels dans le mur jaune ou pour les patients, des outils de prévention, de télémédecine, tout ce qu'on peut imaginer, de détection précoce de maladies, toute l'innovation numérique qui viennent se plugger, se brancher sur une plateforme d'État et qui sont des outils développés par l'écosystème. Et donc ça, c'est des plateformes de services, le mur jaune et le mur vert, et une plateforme de données que vous connaissez, qui est le Health Data Hub, qui n'est pas directement piloté par moi, qui est la seule brique de ce que vous avez affiché à la maison, qui est pilotée donc, par l'équipe de Stéphanie Combe et de l'adresse au ministère. Voilà, mais en gros, ces 3 plateformes, qui elle est une plateforme de données anonymisées, pseudonymisées à des fins d'innovation et de recherche. Et ce que vous voyez dans les nuages, c'est tous les programmes d'accompagnement, de formation, d'acculturation et des programmes de financement. Alors, pour vous en présenter quelques-uns, pour que ça soit un tout petit peu plus concret pour vous, premier service socle qu'on impose à tout l'écosystème, en disant, il n'y a plus le choix en France et bientôt en Europe, il faut une identité numérique pour chaque Français pour la santé. Enfin, vous imaginez quand même qu'on est le seul pays dans le monde, je pense, qui a imaginé qu'on pouvait développer de façon intelligente et structurer le numérique en santé dans notre pays sans même qu'on soit capable d'identifier de façon unique un patient dans les logiciels de santé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Chaque logiciel de santé invente sa propre identité sur le patient.
Et puis ensuite, il y a eu la mouvance régionale. On a dit que chaque région va inventer un suridentifiant. Donc, ça veut dire qu'à Toulouse, ce n'est pas le même identifiant numérique de santé que dans le Pays Basque ou dans le Val-de-Marne. Enfin, on a complètement déliré. On a dépensé des centaines de millions d'euros. C'est terminé, c'est imposé. Il y a une identité nationale de santé qui est fournie en téléservice. C'est une plateforme socle. Tous les logiciels qui est fourni aujourd'hui, globalement, on a développé une plateforme via l'assurance maladie. Tous les logiciels de santé, pour les Français, pour les professionnels de santé, doivent récupérer une identité nationale de santé qualifiée unique avec un numéro, en gros, le numéro de sécu, numéro d'attente pour les enfants, nom, prénom, date de naissance, sexe, lieu de naissance. C'est toujours standardisé de la même façon et toute donnée de santé qui est stockée, qui circule en France, doit être indexée sur cette identité nationale de santé. C'est le b.a.-ba. C'est le b.a.-ba d'une politique du numérique en santé. Ça aurait dû être fait depuis 15 ans. Je suis désolé de vous le dire ça comme ça. Maintenant, voilà, on va l'imposer. Elle est disponible, elle est en train d'être implémentée à grande vitesse un petit peu partout dans tous les logiciels de santé en France. C'est proposer de façon standardisée des outils sécurisés d'accès aux logiciels de santé. Mais franchement, c'est la catastrophe en France. Il y a énormément de logiciels de santé où c'est des mots de passe tata toto, quoi, pour nos données de santé. On s'étonne que les données de santé finissent sur le dark web parce qu'en fait, il a suffi vraiment un stagiaire débutant hacker d'aller casser un système d'information d'un hôpital. C'est pas normal que dans notre pays, on en soit encore là. Là, à nouveau, on siffle la fin de la récré. On dit maintenant, il y a un standard qui est imposé avec ce qu'on appelle un jeton d'identification électronique qui s'appelle ProSanté Connect, qui est basé sur une technologie internationale, mais implémentée en France. On impose que tous les logiciels de santé doivent imposer cette brique d'authentification sécurisée électronique. Et d'ailleurs, vous avez la courbe à l'écran. Ça nous a beaucoup servi. Heureusement qu'on avait fait ça un petit peu par anticipation pour la crise Covid, avec le déploiement d'une carte CPS dématérialisée, c'est-à-dire un outil de connexion pour les professionnels de santé, parce que si on n'avait pas eu ça, on en serait encore avec une carte en plastoc dans des lecteurs et il aurait été quasiment impossible de se connecter sur tous les logiciels de gestion de la crise Covid. Donc maintenant, terminé, c'est imposé à tous. Troisième point, on ne va pas rester avec une carte en plastoc pour tous les Français qui est la carte vitale, donc qui sert à la télétransmission, au remboursement des soins, mais tous les Français aujourd'hui qui vont se connecter de plus en plus sur des plateformes numériques en santé, de prévention, de préadmission à l'hôpital, de prise de rendez-vous, des dispositifs médicaux connectés, bon, ça serait quand même assez naturel qu'ils aient des moyens de sécurisation d'accès à ces applications et pas uniquement identifier en mot de passe. C'est-à-dire on est encore à des années-lumière de la sécurité bancaire alors qu'on gère des données de santé. Donc, à partir du milieu de l'année 2022, va être déployé l'ensemble des Français. Ça y est, enfin, une e-carte vitale qu'on appelle l'appli carte vitale qui va permettre tout un tas d'usages à des fins de connexion sur des plateformes numériques, publiques, privées, sécurisées, qui permettront de déployer des outils de façon beaucoup plus sécurisée de télémédecine, de téléconsultation, de télésurveillance, tout ce que vous pouvez imaginer. Autre service socle, c'est de dire il faut une messagerie sécurisée, en tout cas un référentiel d'interopérabilité de messagerie sécurisée de santé nationale. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais les deux outils les plus utilisés pendant la crise Covid, c'est Gmail et WhatsApp quand même. Donc, ça veut dire que nos données de santé se baladent sur des serveurs en Californie sans règles particulières de sécurité d'accès à nos données de santé. Franchement, c'est plus possible. Donc là, de façon ultra volontariste, on est en train de déployer de façon industrielle et équiper tous les professionnels de santé d'une messagerie sécurisée de santé, cryptée, etc., etc. Et vous allez le voir, on va déployer à l'ensemble des citoyens français leur adresse de messagerie sécurisée de santé dans le cadre du déploiement de la plateforme Mon Espace Santé. Donc là, vous voyez les courbes, je passe très vite à l'écran, on est en train de déployer ça à marche forcée. Pour ça, effectivement, on a bénéficié d'un financement historique avec un premier programme qui est ce qu'on appelle le programme Ségur numérique. Je vous avoue qu'en tant que directeur d'établissement et citoyen, c'est l'horreur, l'épidémie Covid. En tant que responsable ministériel du numérique en santé, ça a été presque une opportunité parce que le numérique et la santé sont devenus des objets, des sujets grand public, donc des objets politiques. Et donc, ça a énormément accéléré l'intérêt politique. Donc, on a pu bénéficier de financements historiques comme il n'y a jamais eu, avec 2 milliards sur un plan à 3 ans, 1,4 milliard pour le champ sanitaire,
600 millions d'euros pour le secteur médico-social qui n'avait jamais été abordé en France, hein, tout le secteur personnes âgées, personnes handicapées, enfance inadaptés, rien du tout comme investissement ces 20 dernières années. Ça y est, maintenant, on voit de façon volontariste depuis 2 ans, on monte tout un programme d'équipement des établissements du médico-social. Et dans le champ sanitaire, humblement, ces 1,4 milliard vont servir à quoi? Imposer à tous les industriels qui équipent les médecins, les biologistes, les radiologues, les pharmaciens, tous les hôpitaux, de dire maintenant, vous devez implémenter les services socles, les fondations de la maison dont je vous ai présenté 2 ou 3 exemples tout à l'heure. Tous ces logiciels vont être labellisés par l'État. Pour ça, il a fallu qu'on crée une jurisprudence. C'est la première fois que notre pays traitait directement avec l'ensemble des industriels d'un secteur. Donc ça, c'est pour ça que je vous disais qu'on a été obligé de passer par le Conseil d'État. Donc voilà, on impose à tous les industriels d'implémenter ces services socles. On leur dit, concentrez-vous sur l'innovation, la valeur ajoutée, mais la fondation, les routes numériques, les ponts numériques, vous devez vous y connecter dessus. Et donc, c'est ce que vous avez en rouge en bas à droite de l'écran, l'identité nationale de santé, la connexion à la messagerie sécurisée, les jetons d'authentification électronique, le B.A.B.A., les routes, les ponts et le code d'urbanisme. Vous devez respecter les règles d'éthique, de sécurité et d'interopérabilité. Et nous-mêmes, État, on va vous labelliser. Et pour faire quoi? En fait, pour très humblement, et ça ne sera pas le grand soir, et ça va être itératif, mais arrivons pour une fois collectivement à franchir un cap collectif. Il faut qu'en France, on soit capable, par ces canaux souverains sécurisés, de partager quelques éléments clés du parcours de soins, à savoir les comptes rendus d'hospitalisation, les résultats de biologie, les comptes rendus d'imagerie, l'année prochaine, les images, ce qu'on appelle les volets de synthèse médicale, c'est-à-dire le résumé médical des médecins généralistes, les courriers, les ordonnances, les documents clés de synthèse du parcours de soins si on va en EHPAD, par exemple, du médico-social. Commençons par ça. Humblement, pour l'instant, ce n'est pas des datas super structurées. Commençons par des formats assez simples, mais enfin, partageons ça entre professionnels de santé et avec les citoyens français pour faire circuler la donnée. Et derrière, dès lors que la donnée circule par des canaux sécurisés, qu'elle est accessible via des systèmes de consentement, et bien derrière, les services numériques d'innovation vont pouvoir se créer. Donc, franchissons cette étape-là. Et là, on est vraiment dans l'implémentation de tout ça, dans la mise en œuvre. Hein, les cahiers des charges sont sortis. On est dans la phase de labellisation et bientôt de déploiement. Donc, à horizon 12-18 mois, je pense qu'on multipliera en gros par 200 la quantité de données de santé partagées en France par des canaux sécurisés. Donc ça, c'est la première étape. Et derrière, de façon humble, itérative, mais déterminée, on montera le niveau d'exigence en termes de structuration des données de santé pour que la création de valeur derrière qui pourra être créée par les industriels autour des données de santé, elle puisse se faire sur des données de plus en plus structurées, donc forcément avec de plus en plus de valeur ajoutée. Derrière, au-delà de ce programme Ségur numérique qui était focus parcours de soins, c'est effectivement le PIA 4, c'est France Relance, c'est la stratégie d'accélération santé numérique, cette fois avec pas de rattraper le retard un petit peu comme ce que je viens de vous présenter, mais de se projeter dans l'avenir sur des sujets à valeur ajoutée autour du remboursement anticipé de la télésurveillance, autour de la simplification en fait de référencement des dispositifs médicaux innovants en santé numérique, autour de ce qu'on appelle toute la mouvance des digital thérapeutiques, dont détection précoce de maladies, prévention numérique, c'est tous les algorithmes à base d'intelligence artificielle en matière de numérique en santé, c'est tout dispositif de formation, d'acculturation des professionnels de santé pour que ça rentre dans les cursus de formation, en formation initiale et continue. C'est tout ce qui est développement de tiers-lieux d'innovation pour rapprocher le monde industriel, le monde universitaire et le monde des professionnels de santé pour incuber et développer de l'innovation. C'est tout un programme qui tire pour jouer les coups d'après. Donc, vous voyez 2 grands plans. 2,5 milliards, un peu plus, même presque 3 milliards avec les premiers financements qu'on a eus. Rattraper le retard à marche forcée pour fournir les bases. Et deuxième point, se projeter dans l'avenir avec ce projet qui est forcément plus sexy. Derrière ça,
il faut embarquer les Français. Voilà, il n'y a pas de politique publique sans embarquer les Français, sans que ça soit visible pour tous les Français. Donc, à partir de janvier 2022, hein, donc fin de ce mois, début du mois prochain, une plateforme du numérique en santé ouverte à tous les citoyens français, un grand service public numérique, qui est une plateforme qui comprendra 4 briques pour tout Français: son carnet de santé, son coffre-fort numérique, le nouveau DMP, hein, donc je pourrais en débattre avec vous si vous voulez, un endroit où on peut stocker des données de façon sécurisée, soi-même en tant que Français, mais aussi recevoir les données de santé envoyées par son médecin, son hôpital, via ces fameuses routes numériques dont je viens de parler là depuis tout à l'heure, dès lors que les logiciels du médecin de l'hôpital ont été labellisés et se sont connectés sur ces plateformes régaliennes. Voilà. Donc ça prendra 12-18 mois pour que tous ces logiciels se connectent et nous envoient nos données de santé. Derrière ça, une adresse de messagerie sécurisée pour tous les Français. Et ce qui permettra à tout professionnel de santé, établissement de santé, d'utiliser ces canaux de messagerie sécurisés. Donc, on interdira les canaux non sécurisés. Donc, ça va bientôt sortir dans un texte de loi. Puis derrière, un agenda pour stocker ces événements santé, des outils de prévention, un prochain rendez-vous, une prochaine hospitalisation, voilà, un rappel d'examen à faire. Et surtout, dans cette vision d'État plateforme, un store, un catalogue d'applications de prévention, de parcours de soins, un dispositif médical connecté, un portail de préadmission, un outil de télésurveillance, de téléconsultation, tous les outils numériques à disposition des citoyens français développés par l'écosystème de nos startups, de nos industriels, de nos éditeurs pourront être exposés dans ce catalogue, labellisés évidemment par l'État pour garantir l'éthique, la sécurité. Et dès lors, cette application proposée, donc l'innovation par l'écosystème, de nos startups, etc., eh ben, le citoyen il pourra connecter cette application avec les autres briques que vous avez à l'écran, avec sa messagerie, avec son dossier médical, avec son agenda, comme on le fait chaque fois qu'avec son smartphone, ben, on connecte une app avec son calendrier ou avec sa messagerie. Donc ça, par rapport à ça, le calendrier, c'est janvier 2022. Donc, il y a 3 départements pilotes qui ont testé ça depuis cet été. Donc, la Haute-Garonne, comme vous le savez, plus beau département de France. Loire-Atlantique et Somme. Donc, on a testé, voilà, débugger cette application. Et à partir de la fin de ce mois, ça va être généralisé à l'ensemble des Français. Concrètement, comment ça va se passer? Chacun d'entre nous va recevoir un mail, un courrier de l'assurance maladie en nous annonçant qu'on peut activer ou s'opposer à l'ouverture de son espace numérique de santé, à son profil Mon Espace Santé. Et ça, en réponse, au bout de 6 semaines, la plateforme, elle est activée, ce qui fait que dès lors qu'elle est activée, tous les hôpitaux, tous les pharmaciens, les biologistes, tous les professionnels de santé, dès lors que leur logiciel a été labellisé, eh ben, ils vont pouvoir commencer à nous alimenter en nous restituant une copie de nos données de santé dans notre plateforme. Et donc, on compte à peu près pour envoyer 69 millions de courriers, etc. Il faut compter à peu près 3 mois. Donc, en gros, printemps 2022, la totalité des Français, la totalité d'entre nous aura accès à cette plateforme numérique. Je finis, si vous êtes d'accord, en essayant de ne pas être trop lourd et trop pénible, pour vous de vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je ne sais pas si vous voyez à l'écran mon… Je vous propose le temps de me connecter, peut-être de commencer à répondre à quelques questions. Ça me permettra d'avoir le temps de me connecter sur la plateforme.